Donc bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le thème séparation parentale, comment maintenir le bien-être des enfants malgré ce contexte déstabilisant et douloureux. Voilà, je me présente. Je suis Maya Deleu, je suis coach parental et cofondatrice de SOS Parents in Distress. Ensemble avec mon conjoint Manu, nous accompagnons des parents qui ont des difficultés liées à l'éducation de leurs enfants. Alors, avant de commencer, petite parenthèse, le français n'est pas ma langue d'origine. Je me suis installée en France il y a longtemps, mais bon, si parfois je construis mal une phrase, si je fais une erreur, voilà, vous aurez compris pourquoi. Je tenais à vous le dire. Mais bref, nous ne sommes pas juste des parents qui ont eu envie d'aider d'autres parents. Je suis enseignante éducation civique à la base. Manu est éducateur spécialisé. Mais nous sommes surtout également assistants familiaux. Donc, nous accueillons depuis 15 ans, oui, des enfants placés, 6 enfants en moyenne. Nous avons aussi nous-mêmes 2 enfants. Alors, si on est devenu expert dans le domaine de l'enfance, c'est parce que nous vivons et travaillons souvent, quotidiennement, avec ces enfants, notamment des enfants en souffrance, avec des troubles de comportement, souvent aussi. Notre vie familiale ainsi que notre vie professionnelle est donc remplie d'enfants de tout âge. Mais on a eu envie de mettre notre expérience au profit, de ne pas seulement aider les enfants, mais aussi les parents. C'est quand même vous, les parents, qui aidez vos enfants au quotidien, vous qui devez remplir ces tâches bien difficiles parfois. Alors, donc, on peut aider les parents concernant différentes problématiques, mais on se concentre surtout sur les parents séparés. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué qu'il y a un réel besoin d'accompagnement pour les parents qui se séparent, mais aussi pour leurs enfants. La souffrance est importante et l'enjeu aussi, l'avenir et le bien-être des enfants et leurs parents. Alors, on s'est plongé dans cette problématique, on s'est beaucoup documenté, et quand on a interviewé des parents qui étaient en train de se séparer, on a remarqué une chose importante, pour le moment, le problème clé dans cette situation, c'est ça. Je n'ai pas la tête à ça. Lors d'une séparation, les parents sont souvent bouleversés, émotifs, ils ont plein de problèmes à régler et une tonne de choses à gérer, et ils pensent comment je peux encore en plus et en premier m'occuper de l'impact de la séparation sur mes enfants. Ce n'est pas possible, je ne suis pas prêt, pas maintenant. En plus, ils sont seuls maintenant, il n'y a plus le couple. Dans un couple, on partage les tâches, on partage aussi les inquiétudes, les problèmes émotionnels. Maintenant, les parents seuls face à de multiples problèmes et tâches supplémentaires. Donc, mettre tout ça sur un deuxième plan pour s'occuper d'impact de la séparation sur les enfants est extrêmement difficile, voire impossible pour beaucoup. Alors souvent, j'ai des parents qui me disent « Oui, mais je m'occupe de mes enfants parce que je suis en train de chercher un nouveau logement pour eux, adapté. Je cherche une nounou, je suis en train de négocier un changement d'horaire avec mon employeur. » Je me bats pour la garde. Ce sont des choses que je fais pour mes enfants. Tout à fait. Mais vos enfants ont besoin de vous plus que jamais, de votre écoute, de votre disponibilité émotionnelle. Ils ont besoin d'être rassurés en permanence, on en reparlera tout à l'heure. Ils ont besoin de passer des bons moments et de voir que leurs parents vont bien et arrivent à gérer.
Comme ça, ils savent que leurs parents continueront de s'occuper d'eux tous les deux, s'ils ont des études. Et la deuxième plus grande source de stress dans une vie, c'est et dites que vous n'avez pas tête à ça, que ce n'est pas le moment, mais vous n'avez pas le choix. Les parents ont la responsabilité d'aider leurs enfants à faire face à la séparation. Personne d'autre peut le faire à votre place. C'est votre rôle de parent. Essayez de penser à ça. Qui aimez-vous plus que tout? Je pense que ce seront vos enfants. Alors vous le faites pour eux. Ils le méritent, non? Gardez cette idée en tête, ça aide. Et puis, sachez que si vous n'y arrivez pas, vous pouvez trouver de l'aide. Alors, participer à ce webinaire ou le visionner, voilà, c'est déjà un bon début. J'aimerais vous présenter le contenu de ce webinaire. Qu'est-ce qu'une séparation parentale peut provoquer chez l'enfant? Il ne s'agit pas de vous faire peur ou de faire en sorte que vous culpabilisez, pas du tout. Il s'agit de vous montrer quelques points sur lesquels on doit être vigilant. Il sera important de bien observer votre enfant pour ensuite pouvoir agir en fonction. On parlera de l'annonce aux enfants, comment annoncer le fait que vous allez vous séparer. L'annonce restera gravée dans la mémoire de votre enfant, car c'est l'annonce d'un gros changement dans sa vie. Il s'est construit sur ce plan familial, c'est sa sécurité de base, et c'est ce plan sécure et rassurant qui change complètement. Donc l'annonce est très importante. Je vous donnerai des conseils de base, des choses qui sont bien à faire, des choses qu'il faudrait mieux éviter. On parlera aussi de la coparentalité, comment arriver à communiquer entre parents. Vous restez parents ensemble, le couple amoureux n'existe plus, mais le couple parental reste, en tout cas dans l'idéal. L'enfant a besoin que ses deux parents s'occupent de lui et qu'il y a donc une communication entre eux, autour de lui. Si c'est possible. Il y a des situations où ce n'est pas possible, où c'est même pas souhaitable. Par exemple, un parent violent, maltraitant, on ne va pas traiter ces situations-là ici aujourd'hui. Je vous parlerai du coaching. On peut se faire aider, plusieurs possibilités existent, des psychologues, médiateurs, des thérapeutes. En quoi notre coaching se différencie des autres aides possibles? Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous expliquerai. Et puis, je vais interviewer Maître Emeline Sellier, hein, qui fait partie de nos avocats partenaires. SOS Parents in Distress se met en lien avec des avocats spécialisés qui partagent avec nous l'importance de trouver, dans la mesure du possible, des solutions dans l'intérêt des enfants et donc de toute la famille, en fait. Maître Sellier, je vous laisse vous présenter peut-être. Oui, merci Maya. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon, tout fonctionne Oui, bien. on vous entend. Oui. Alors, donc, je suis effectivement Émilie Sellier, je suis avocat, je suis associée du cabinet AGN Avocat à Reims. AGN Avocat Reims fait partie d'un réseau national qui compte aujourd'hui 25 cabinets sur tout le territoire français environ. L'idée qui nous lie tous étant de rendre l'avocat plus accessible et l'offre plus transparente, puisque, et notamment en matière familiale, on a constaté effectivement qu'il y avait souvent un besoin d'accompagnement, mais que ça pouvait faire extrêmement peur d'aller voir un avocat. Et donc, en fait, on allait voir l'avocat qu'une fois qu'on était au pied du mur, ce qui est une très mauvaise chose parce qu'en fait, on peut accompagner bien en amont et éviter bien des difficultés si on est consulté au préalable. Donc, nous avons une offre qui est tout à fait accessible, avec une première consultation qui est à 75 € pour les particuliers. Le prix est affiché, c'est un tarif qui est standard dans tous les cabinets membres du réseau. Et s'il y a un besoin d'un accompagnement, nous facturons uniquement au forfait pour éviter toute mauvaise surprise. Donc ça, c'est sur le réseau. Moi, j'ai rejoint le réseau AGN Avocat en 2017 et j'exerce effectivement principalement en matière familiale et patrimoniale, avec un prisme particulier puisque j'ai en réalité été diplômée de médiation avant d'être avocat. Et donc, j'ai toujours voulu exercer avec cette
volonté d'essayer dans la mesure du possible de concilier, quand c'est possible, parce qu'il y a évidemment certaines fois où ça n'est pas possible. Mais donc dans l'idée d'essayer toujours dans la mesure du possible de trouver des accords parce que, surtout en matière familiale, c'est effectivement dans l'intérêt de tous, et notamment et surtout d'ailleurs des enfants puisque c'est quand même eux qui sont, souvent, aux premières loges, dans une séparation. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais, à dire. Oui, merci. Voilà, on va discuter tout à l'heure ensemble. J'aurais quelques questions que j'aimerais vous poser. Voilà, donc, qu'est-ce qu'une séparation parentale provoque chez les enfants ou peut provoquer chez les enfants? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Selon l'âge de l'enfant, cette question signifie différentes choses. Les petits se posent des questions concernant les choses pratiques de la vie quotidienne. Qui va s'occuper de moi? Qui me mettra au lit? Qui me donnera à manger? Ces enfants peuvent poser des questions d'une fréquence importante. Tu vas où, maman? Quand tu vas revenir? Pourquoi tu dois partir? Voilà, et ça pour chaque sortie de la maison, voire même chaque sortie de la pièce. Les petits-enfants peuvent craindre que vous risquiez de les oublier s'ils ne restent pas constamment près de vous, tout simplement. Il se dit, s'il y a maman qui part ou s'il y a papa qui part, peut-être l'autre parent aussi risque de partir et je vais être seule. Donc, Pythonien qui s'inquiète. Lorsque les parents n'expliquent pas clairement en détail, avec des mots simples, ce qui va se passer pour eux, ils ont tendance à remplir ce vide par leurs propres craintes. Les plus grands aussi se posent des questions, mais plutôt par rapport à l'organisation de leur vie. Est-ce que je vais devoir changer d'école? Là encore, si vous n'expliquez pas clairement ce qui changera, mais aussi ce qui ne changera pas, ils auront tendance à s'imaginer des pires scénarios. On n'aura plus d'argent ou je ne pourrai plus jamais voir mes amis. Donc voilà, parlez-en avec vos enfants. La peur de perdre l'amour de leurs parents. Mes parents ne s'aiment plus. Qui dit qu'un jour, ils ne m'aimeront plus non plus? Voilà ce qui peut jouer dans la tête d'un enfant. On se sépare dans le couple, mais on ne se sépare pas de ses enfants, évidemment. Mais cette évidence est très vite à transmettre aux enfants. Il y a l'amour conjugal et l'amour parental. L'un peut s'éteindre, l'autre est pour la vie, inconditionnel et indestructible. C'est un message que vous allez devoir répéter souvent pour rassurer vos enfants. Le sentiment d'être invisible. Les enfants ont souvent le sentiment que leurs parents ne les voient plus vraiment. Vous êtes préoccupés à cause de la séparation. Les enfants le sentent bien. Pourtant, ils ont plus que jamais besoin de vous. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le problème principal. Le sentiment d'être invisible a un grand impact sur l'image de soi. S'ils ne semblent pas être suffisamment importants aux yeux de leurs parents, alors ils pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. Donc, pas étonnant parfois qu'il y ait des enfants qui se comportent tellement mal pour montrer qu'ils existent ou ils se retirent complètement. Vos enfants ne se sentiront pas invisibles s'ils ont régulièrement un contact affectueux, émotionnel et même physique avec leurs parents. L'impact sur leur vie plus tard n'est pas négligeable. Le conflit de loyauté, alors là, c'est selon nous le problème le plus complexe et le plus difficile à gérer. C'est un phénomène que nous connaissons très bien en tant que famille d'accueil. Qu'est-ce que c'est? L'enfant est pris par le sentiment de devoir choisir entre ses deux parents et ressent comme une obligation à prendre parti. Il se sent coupable envers l'un lorsqu'il passe un bon moment avec l'autre. Pour lui, selon lui, ce ne serait pas loyal. Comment cela se manifeste? Par exemple, ils ont peur de raconter les bons moments passés chez leurs autres parents, ou ils exagèrent certaines choses positives ou négatives, voire ils vont même inventer des choses ou mentir. Ils peuvent aussi exprimer des choses désobligeantes sur l'ex-conjoint.
Il s'imagine que le parent aime bien entendre dire du mal de l'autre. Alors, il y a presque toujours un conflit de loyauté, plus ou moins, dans un contexte de séparation, même si la séparation se passe bien. Il est donc important d'en parler dans tous les cas. Qu'est-ce qui provoque le conflit de loyauté? La séparation avec tous les changements, tout simplement. Mais quand la communication entre les parents est très difficile ou rompue, et l'enfant est embarqué dans un rôle d'espion ou de messager, cela nourrit vraiment le conflit de loyauté. Ça, c'est à éviter. Les enfants s'inquiètent pour leurs parents. L'enfant est à l'école, il pense à son papa, tout seul dans son appartement. En plus, il ne sait pas cuisiner, comment il va faire pour manger. Ou il pense à maman qui est peut-être en train de pleurer dans son lit. Souvent, les enfants ont le sentiment qu'ils doivent aider leurs parents, mais cela leur coûte. Ils ont besoin d'être enfants et donc insouciants. Si les enfants voient que leurs parents vont bien et prennent soin d'eux, les enfants seront plus rassurés. Tout va bien. Pour ne pas rajouter de la peine, pour protéger leurs parents, ils peuvent cacher leurs sentiments d'inquiétude, de tristesse, de peur. Mais évidemment, ils ont besoin de pouvoir s'exprimer. Ce sera tout un travail pour les parents d'aller chercher ces émotions parfois bien cachées. La colère, surtout les enfants plus grands, peuvent vraiment, mais vraiment se mettre en colère. Et ils peuvent aussi accuser leurs parents. Ils peuvent avoir des propos qui blessent, qui font très mal. C'est de votre faute maintenant que je dois subir tout ça. Ou vous n'avez qu'à arrêter de vous disputer, vous n'arrêtez pas de nous le dire à nous, alors pourquoi vous le faites vous? Ou voilà, vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu'à vous-même. Alors, les accusations et les crises de colère montrent en réalité surtout qu'ils ont peur, très peur, parce que les changements, ça leur donne beaucoup de stress. La culpabilité, les enfants, surtout les petits, ont souvent le sentiment qu'ils ont fait quelque chose de mal, qui a provoqué la séparation. C'est parce que je me dispute trop avec mon petit frère, ça énerve papa et maman, et voilà, maintenant ils se séparent. Ils entendent aussi souvent leur nom dans les disputes des parents. Alors forcément, selon eux, c'est leur faute. Expliquez à vos enfants que vous vous disputez par rapport à eux, mais pas à cause d'eux. Ça leur fait du bien d'entendre qu'ils sont le sujet le plus important, non parce qu'ils font quelque chose de mal, mais parce qu'ils sont tellement précieux pour vous. Les pensées magiques. Alors, dans la grande majorité des cas, les enfants espèrent que leurs parents se réconcilient. Cet espoir peut durer des années. Parfois, les enfants essayent même de faire en sorte que la famille se réunisse. Il est donc important de faire comprendre à vos enfants qu'ils n'ont pas d'influence parce que l'espoir persiste et lorsqu'un des deux parents entame une nouvelle relation amoureuse, ça peut vraiment provoquer d'énormes colères ou beaucoup de tristesse. Voilà quelques points, selon moi, enfin, les points les plus importants qui montrent ce que ça fait avec les enfants, cette séparation. L'annonce. Alors voilà, une tâche difficile, peut-être même la partie la plus difficile du processus de la séparation, parce que l'idée de rendre vos enfants tristes vous est sans doute insupportable. La manière dont on annonce la séparation aux enfants a beaucoup d'importance. L'annonce crée une base qui permettra de vivre cette situation douloureuse de manière plus positive, quand même. Lorsque l'annonce est faite avec de l'amertume et des accusations, ça crée des émotions négatives qui restent souvent là pendant des années. Et ça peut même endommager la relation avec vos enfants. Il est donc important de préparer cette annonce si possible. Voici le message fondamental qui formera la base de toutes les discussions et questions qui suivront. C'est un exemple. Malgré tout ce qui change entre papa et maman, une chose ne changera jamais, c'est l'amour que nous avons tous les deux pour vous, nos enfants. On restera toujours et tous les deux vos parents et on continuera de s'occuper de vous tous les deux.
Papa et maman vous aiment très très fort et cet amour ne s'arrêtera jamais. Ce message rassurera vos enfants et permettra à vos enfants de traverser cette période difficile de manière plus confiante. Essayez de vous mettre près de vos enfants, physiquement, hein, donnez des câlins. Et même si vos enfants ne montrent pas à quel point le message d'amour éternel est important pour eux, sachez que si vous répétez ce message régulièrement, et si vous le montrez aussi, bien sûr, ce sera quand même pour votre enfant une énorme source de confiance et de consolation. D'autres messages que vous pouvez transmettre lorsque vous annoncez votre séparation, c'est le fait que ça a été une décision difficile à prendre, que vous avez des problèmes importants dans le couple que vous n'avez pas réussi à résoudre, que vos enfants, évidemment, ne sont pas responsables, qu'ils ne peuvent rien y changer, que ça reste une grande priorité pour vous de bien s'occuper d'eux et qui sont ce qu'il y a de plus beau et de plus important dans votre vie. Quelques conseils de base. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous conseiller de vous abonner à notre page Facebook ou notre compte Instagram. J'y donne chaque semaine des conseils, voilà, à travers des petits dessins comme vous en avez vu là, déjà. Voilà, c'est toujours intéressant. Concernant le deuil de la séparation, qu'est-ce que j'aimerais vous donner comme conseil? Alors, on sait, au moment de la séparation, vous êtes probablement dévasté par le chagrin. Enfin, une séparation est rarement un événement joyeux. C'est ainsi. Ne le niez pas. Essayez d'accueillir ces émotions tristes pour ensuite, petit à petit, les faire partir. Retenez aussi que le temps adoucit tout. L'épreuve fait grandir et ils peuvent transformer cette force, hein, peuvent la transformer en force, vos enfants, vous aussi d'ailleurs. C'est pareil pour vos enfants comme pour vous. Ne nourrissez pas votre chagrin, soyez courageux. Ce qui aide beaucoup, c'est de savoir que vous avez une énorme responsabilité envers vos enfants. Vous devez être là pour eux. Cette idée stimule et vous aide à trouver de la force. Avec du recul même, vous direz peut-être que c'est grâce à vos enfants que vous avez réussi à remonter la pente. Par exemple, vous n'avez pas du tout envie de rigoler, de vous amuser, mais si vous arrivez quand même à faire un jeu avec vos enfants, vous allez voir, ça leur fait plaisir. Eux, ils rigolent et voilà, ça vous aide aussi. C'est difficile de s'y mettre, mais après, en général, on est content de l'avoir fait. Ne voyez pas votre séparation comme un échec, mais plutôt comme une étape qui fait, je l'ai déjà dit, hein, qui fait grandir toute la famille. Les enfants sont des éponges, ils sont souvent très sensibles aux pleurs, pourtant ce n'est pas grave qu'ils voient vos larmes. Mais mettez des mots sur les mots. Expliquez à vos enfants ce qui vous rend triste et montrez quand même que vous gardez le contrôle. Pleurer est un bon moyen d'évacuer. C'est aussi d'ailleurs une occasion de dire à vos enfants qu'eux aussi ont le droit de pleurer, que ça fait du bien. Et puis, libérez-vous de l'image de la famille parfaite. La séparation, c'est comme une mue, quelque part. On abandonne la peau trop serrée pour en construire une à sa taille qui nous convienne vraiment, ou qui nous convienne mieux. Il y a d'abord cette période fragile, hein, on se sent nu, une période extrêmement douloureuse, mais on se sent mieux après. Concernant la relation avec vos enfants, écoutez vos enfants. Alors, on le sait, vous les connaissez mieux que personne, vous les comprenez bien en général, en temps normal. Mais dans le contexte d'une séparation, pour les enfants, plus rien n'est normal. Ils vivent une toute nouvelle situation. Et parfois, l'enfant doit encore apprendre à mettre les mots sur ce qu'il ressent. Parfois, il cache les émotions, hein, comme je vous ai dit. C'est incroyable à quel point les enfants peuvent être solidaires. Beaucoup de parents se sentent coupables, hein, ils ont le sentiment d'avoir échoué et leurs enfants doivent subir les conséquences. Mais vous savez bien que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. C'est ainsi. C'est vraiment inutile de se sentir coupable. Cependant,
ce qui est très utile, c'est de travailler sur la manière dont se passe la séparation pour les enfants. Et même si là encore, on ne maîtrise pas tout, il est important vraiment d'essayer de faire en sorte que cela se passe au mieux. Ne vous laissez pas embobiner, ne tombez pas dans le piège, vos enfants vont vous tester et chercher leur profit, souvent, c'est normal. N'achetez pas plein de choses, ne dites pas oui à tout pour combler cette culpabilité qui vous ronge. Vous ne leur rendez pas service, au contraire, hein, ils risquent d'en souffrir. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est vraiment important pour eux maintenant. Les écouter, les rassurer, consacrer du temps pour eux, rester en forme, etc. La coparentalité. Réussir la coparentalité, cela vous demandera certainement beaucoup d'efforts et d'énergie, surtout au début. Il faudra surmonter les rancœurs, mais vraiment, ça en vaut la peine. C'est du gagnant-gagnant pour les parents comme pour les enfants. Donc, selon nous, cela devrait être une priorité. Une règle primordiale, alors là, tout le monde le sait, ne pas dire du mal de son ex en présence de vos enfants. Tout le monde le sait et pourtant, c'est parfois tellement difficile. Après une rupture, vous voudriez peut-être accuser l'autre parent de tout ce qui ne va pas. Alors, un conseil, si vous sentez monter une envie forte de dire du mal de votre ex, pensez que c'est votre enfant que cela touche probablement le plus. Et vous ne voulez pas faire du mal à votre enfant. Vous voulez peut-être faire du mal à votre ex-compagnon, mais pas à votre enfant. Il y a 2 personnes que vos enfants aiment le plus au monde et une de ces 2 personnes, c'est votre ex-compagnon. Voilà, cette idée, ça peut aider. Concernant la communication avec votre ex-compagnon, vous avez un travail à faire. Essayez de voir votre ex comme un collègue de travail. Vous travaillez sur un même projet, vos enfants. On ne choisit pas ses collègues, on fait avec. Là, c'est un peu pareil. Exprimez-vous d'une manière claire, non violente, non culpabilisante. Reformulez s'il faut, recadrer la situation. Préparez-vous en amont si vous avez un sujet difficile à régler, peut-être même à l'écrit. Désormais, lorsque vous parlez avec votre ex, au lieu de vous disputer et de vous emporter, organisez une réunion, un entretien, de manière formelle et correcte. Et mieux vaut prévenir que guérir. L'idée est de travailler les points importants concernant la nouvelle organisation, concernant vos enfants. Essayez de les travailler en amont. Les trajets, les activités extrascolaires, les règles de vie que vous aimeriez conserver, les achats concernant les enfants, les organisations de voyage, les fêtes, etc. Essayez de l'organiser avant que les désaccords et conflits prennent de l'ampleur. Essayez de vous mettre d'accord, de s'organiser, de répartir certaines tâches, de trouver des compromis. Évidemment, c'est un travail qu'on fait lors du coaching, hein, parce qu'on sait bien que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais donc, essayez de le faire le plus tôt possible. Concernant la garde des enfants, l'organisation de la résidence des enfants, ce qui est primordial, c'est d'élaborer un plan basé sur les besoins de vos enfants en fonction de leur âge, de leur personnalité et de leur développement. Et puis tester et adapter en fonction. Regardez, est-ce que ça convient? Demandez l'avis de vos enfants. Et essayez aussi de visualiser le planning. Ça donne une structure rassure. Pour les enfants, ça peut être un semainier que vous accrochez au frigo avec des aimants que vous déplacez en fonction des jours. Pour les plus grands, ça peut être un agenda partagé. Et pour les plus petits, ça peut être plutôt des petits rituels. Au moment du coucher, chez papa, voilà, il y a toujours ce petit rituel-là, une petite histoire. Chez la maman, un autre rituel, mais toujours pareil, ça rassure. Posez-vous cette question-là. Est-ce que ce serait possible de passer des moments avec les 2 parents
Souvent, les enfants rêvent de pouvoir faire des activités ou au moins de passer des moments ensemble avec les 2 parents, surtout pendant la période de transition. Heu, on vous conseille de fournir un réel effort et de réfléchir à ce qui, pour vous, serait éventuellement possible. Ça peut être des petites choses, hein, prendre un apéro ensemble, se rendre à la fête de l'école, hem, voilà, enfin, rester juste un peu après avoir déposé les enfants. Mais attention, il est primordial que ce moment se passe sereinement. Gâcher ce moment avec une dispute entre parents, des regards qui tuent, ou des bouderies, ce serait néfaste pour vos enfants. Si vous n'en êtes pas capable, admettez-le, ce serait dommage, mais il faut assumer ses limites pour éviter une catastrophe. Si vous y arrivez, c'est vraiment un cadeau pour vos enfants. Vous allez leur offrir quelque chose d'important pour eux. Et voilà, vous le faites pour vos enfants, pas forcément pour votre ex. Votre entourage, on parle de coparentalité, donc les 2 parents qui continuent de s'occuper de leurs enfants, mais votre entourage aussi a une influence non négligeable sur la manière dont vos enfants vont vivre la séparation. Ce qui est important, également, c'est donc d'informer vos amis, votre famille. Vous pouvez leur dire que vous fournissez un travail difficile avec votre ex pour que la séparation se passe au mieux et que vous avez besoin qu'ils vous soutiennent et qu'ils respectent vos règles. Par exemple, ne les autorisez pas à dire du mal de l'autre parent. Dites stop. Je pense aux grands-parents, par exemple. C'est souvent difficile pour eux car ils voient souffrir leur fils ou fille et sont donc impactés eux aussi. Est-ce qu'un divorce peut être réussi? Oui. Les enfants peuvent très bien supporter la séparation. L'enfant qui ne souffre pas, ou pas trop, peut même, voir le côté positif de la nouveauté. Je vais avoir 2 chambres ou je vais avoir un frère en plus. Donc si l'ambiance est sereine, s'il y a une bonne communication entre les parents, qui restent parents tous les 2, si l'enfant a un lien fort, et de qualité avec les 2 parents, si l'enfant sait que ses 2 parents l'aiment et l'aimeront toujours, si les parents, tiennent compte de l'intérêt, de leurs enfants évidemment, voilà, un divorce ou une séparation peut très bien se passer et être réussi. Mais vous pouvez faire plus, hein. Vous allez aussi aider, votre enfant ou vos enfants à développer des compétences, qui les permettent d'être plus solides et plus épanouis. Vous allez renforcer leur santé émotionnelle et sociale. Ils pourront, en profiter pendant tout le reste de leur vie. Je vous laisse prendre connaissance des compétences parce que ce sont des choses sur lesquelles vous allez travailler. Quand on fait des coachings, en tout cas, on travaille beaucoup là-dessus. Ce lien entre le parent et chacun de ses enfants. On fait des conversations intimes, des activités spécifiques. Voilà. Et il est plus facile, évidemment, de faire en sorte d'avoir des enfants forts que de réparer des enfants brisés. Ça, pour vous dire que qu'il est important d'essayer de mettre en place les choses dès le début. Voilà, n'attendez pas. Le coaching, comment cela se passe au juste? Alors, les infos que je viens de vous transmettre, il y en avait certainement que vous saviez déjà. J'espère que vous avez quand même aussi appris des choses. Mais donc, voilà, savoir comment faire, OK, mais il y a encore une différence entre savoir ce qui est bien de faire et de ne pas faire et aussi y arriver. Heu, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quotidiennement. Par exemple, hein, tout le monde sait que ce n'est pas bien de dire du mal de l'autre parent, devant vos enfants et pourtant, il y a tellement de couples séparés qui le font, ils le savent, mais ils le font quand même, c'est plus fort qu'eux. Parfois, ce ne sont que des petites choses, mais ça a beaucoup ça a des conséquences importantes. Donc voilà, parfois, c'est bien de se faire aider et de se faire coacher quelque part. Donc, on propose des coachings pour les parents qui savent que dans la pratique, ce sera très compliqué et qui risquent de ne pas y arriver sans aide. Ça peut aussi être pour les parents qui pensent que c'est surtout l'autre parent qui risque de ne pas y arriver.
Aussi pour les parents qui essayent depuis un certain temps, qui essayent de réussir cette coparentalité, mais qui remarquent que ça ne va pas ou pas bien. Et aussi pour les parents qui ne vont pas bien, hein, qui dépriment, qui ne trouvent pas l'énergie qu'il faut pour mettre en place cette coparentalité, qui se sentent seuls ou débordés. Alors, on fait des coachings avec les 2 parents si possible, hein, on préfère parce que voilà, on peut mieux travailler évidemment cette coparentalité quand il y a les 2 parents qui participent. Mais parfois, voilà, il y a un parent qui n'arrive pas à motiver l'autre parent de faire un coaching. L'accompagnement sera différent, mais on sera évidemment aussi là pour le parent qui justement a le sentiment qu'il devra tout faire, tout seul. En fait, on propose, d'être votre compagnon de route pendant une période. On se fixera une durée. On s'installe sur votre épaule et on vous guide. C'est beaucoup plus complet que quelques séances chez un professionnel dans son cabinet. Parce que, après l'entretien dans le cabinet d'un coach ou d'un thérapeute ou médiateur, psychologue, n'importe, la porte se ferme jusqu'au prochain rendez-vous. Pas chez nous. Nous, on sera là avec vous tous les jours s'il faut. Virtuellement, on fait des visios, on sera là par téléphone, mais on sera là. Et donc, ce ne seront pas des rendez-vous dans un cabinet, mais tranquillement chez vous, hein, avec des appels visio. C'est chez vous que les problèmes se présentent et que vous avez besoin de soutien. Donc, c'est là chez vous que nous allons travailler ensemble. Notre objectif, c'est donc tout faire pour que vos enfants traversent cette période de séparation sans blessure, le moins possible, mais mieux encore, hein, on vous aidera à faire en sorte que vos enfants soient plus solides, plus épanouis et que le lien parent-enfant soit riche. C'est voilà, c'est notre gros travail, notre objectif. Alors, on travaille sur quoi? Selon des études, il y a 3 facteurs importants qui réduisent les risques et qui peuvent être contrôlés par les parents. Le degré et la durée des hostilités entre les parents, la qualité des pratiques parentales et la qualité de la relation parent-enfant. Ce sont donc les 3 points principaux du coaching. Tout commence par un premier entretien état de lieu qui est gratuit, avant même d'avoir décidé si oui ou non vous aimeriez vous faire aider. On vous écoutera, quelle est votre situation, puis on réfléchira de quelle manière on pourra vous aider parce qu'on s'adapte à chaque situation. Elle est à chaque fois différente. On s'adapte à votre budget, à votre disponibilité, à vos besoins. La durée du coaching, l'intensité, si oui ou non on accompagne aussi les enfants, ça, ce sont des choses que vous allez décider après cet entretien état de lieu. Et concrètement, donc le coaching comporte 3 piliers, soutien et écoute. On sera pendant toute la durée du coaching joignable par téléphone, nous répondrons dans les 24 heures. Vous ne serez plus seul. Car nous savons qu'il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas du tout. On sera là pour vous écouter et vous soutenir. Et on pourra aussi vous aider à voir les choses différemment parfois, pour mieux accepter, pour mieux comprendre et donc mieux agir, réagir. On sait que la perception d'une situation détermine en grande partie comment on vit avec une situation difficile. Je pense par exemple à une maman qui m'appelait en pleurant et revenait de la fête de l'école. Elle a un fils de 7 ans. Il y a une coparentalité. Le papa s'occupe de leur fils certains week-ends, mais il est très pris par son travail. Donc voilà, l'enfant vit quand même plus chez la maman. Et donc, il y a eu cette fête de l'école, ils y sont allés ensemble, papa, maman et l'enfant, mais l'enfant ne voyait pas sa maman. Il était constamment accroché au papa. Il ne la voyait plus. Évidemment, ça a énormément blessé cette maman. Ça l'a mis en colère, ça l'a rendue triste. Et elle m'a appelée. Elle était en colère contre son ex, elle était même en colère contre son enfant. Alors moi, je lui ai dit que, voilà, parce qu'en fait, cette maman, elle avait cette crainte que son enfant aimait plus son papa, qu'il préfère son papa.
Et moi, je lui ai dit que je ne vois pas du tout ça comme ça. Un enfant qui s'accroche à un parent, ce n'est pas forcément un enfant qui est en train de montrer à quel point il aime ce papa ou cette maman. Non, c'est plutôt un enfant qui est en demande, qui demande de l'amour, qui est dans la séduction. Donc voilà, il était bien possible que ce garçon, qui ne voyait beaucoup moins son papa que sa maman, voilà, avait plus ce besoin d'être rassuré concernant l'amour de son papa. Il sait très bien que sa maman l'aime et l'aimera toujours et qu'elle sera toujours là pour lui. Alors, ça reste désagréable pour cette maman. Voilà, enfin, il y a le regard des autres aussi, hein, et tous les autres parents, et voilà, tu es là, tu es maman, tu es toute seule. Mais quand même, voilà, cette maman a mieux compris. On a pu travailler ça. La colère est descendue. Voilà, on a pu travailler ça pour éviter que cela se reproduise, pour voir comment on peut réagir. Elle a pu même travailler ça avec son enfant. Mais on ne va pas uniquement faire du soutien et on ne va pas juste vous écouter. Nous allons aussi mettre en place des activités. On demande par exemple à chaque parent de choisir les 3 craintes par rapport à la séparation et les enfants, les 3 craintes les plus présentes chez eux. Chaque parent prendra connaissance des craintes majeures de l'autre parent. On va échanger là-dessus parce que ça aide à avoir conscience du fait qu'ils ne sont pas seuls à avoir des craintes, et d'ailleurs qu'il y a souvent les mêmes craintes qui reviennent et qui sont là chez les 2 parents. Quand on comprend mieux, on accepte mieux et ce sera plus facile de communiquer, de travailler ensemble après. Par exemple, des craintes qui reviennent souvent: j'ai peur que j'ai le mauvais rôle et que mes enfants s'amuseront chez l'autre parent plus que chez moi. Ou je suis trop en colère, je crains ne pas arriver à communiquer avec l'autre parent sans se disputer. Ou je crains que mes enfants m'en veulent, je me sens coupable. Voilà, des choses qui reviennent souvent. Moi aussi, par rapport à ce webinaire, j'avais des craintes, enfin j'ai des craintes. Euh, Par exemple, je vous l'ai dit au début, que voilà, ça me gêne le fait que mon français n'est pas parfait. J'ai préféré vous le dire parce que déjà, je me libère de ça, mais aussi parce que je sais que voilà, vous allez mieux comprendre et donc vous allez moins critiquer. J'ai aussi des craintes, par exemple, par rapport aux problèmes techniques. Je ne suis pas très douée, je me suis entraînée pour ces webinaires, mais voilà, j'ai quand même peur que peut-être je vais appuyer sur un mauvais bouton, ou que je vais perdre la connexion, enfin, ou autre chose. Voilà, maintenant je vous l'ai dit, si tout à l'heure il se passe un problème technique, vous n'allez pas dire bon, ben, elle fait des webinaires, elle organise des webinaires, elle ne s'est même pas bien préparée. Non, vous allez plutôt être dans l'empathie et vous dire bon, ben, elle avait peur de ça et voilà ce qui lui arrive. Elle n'a pas de chance. Voilà, c'est pas du tout la même perception. C'est voilà, on est mieux. Donc voilà, c'est un exemple, c'est quelque chose qu'on fait lors des coachings. Autre exemple, nous allons préparer ensemble comment vous allez organiser les conversations avec vos enfants, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, hein, le lien parent-enfant. On vous donnera des outils, des méthodes, il y a des livres, des marionnettes. Pour les petits, on peut utiliser des Playmobil, il y a des films intéressants, des jeux de société. Et on va évaluer ensemble comment votre enfant a réagi, qu'est-ce qu'il a exprimé. Puis on réfléchira à comment vous pouvez réagir la prochaine fois, comment vous pouvez répondre. Voilà. Autre chose, on demande à chaque parent d'exposer au moins une tâche que l'autre parent aurait du mal à remplir seul, selon lui. Puis l'inverse également, au moins une tâche qu'il pense lui-même avoir du mal à accomplir seul. Et on échange là-dessus. Par exemple, un papa pense que la maman ne surveillera pas bien les devoirs parce que c'est lui qui le faisait d'habitude. Ou une maman qui craint que le papa habillera leur fille de 3 ans n'importe comment, le t-shirt à l'envers, les couleurs pas accordées. C'est des choses que voilà, les mamans parfois trouvent importantes. Les papas ne sont pas toujours très doués, je connais bien.
Voilà, c'est des petites choses, mais c'est vraiment, ça travaille. Par rapport à des craintes, par rapport à soi-même, une maman qui craint que son fils ne jouera plus au foot dehors, parce qu'il le faisait toujours avec son papa. Elle sait que son fils aime beaucoup ça. Elle sait aussi qu'elle, non, qu'elle n'est pas très douée. Comment elle va gérer ça? Ou un papa qui craint qu'il n'arrivera pas à préparer les enfants dans le calme le matin, avant de partir à l'école. C'est toute une organisation. Il faut avoir le temps que tout le monde ait pris son petit déjeuner. Il ne faut pas oublier le goûter dans le cartable. Voilà. Donc, on va échanger là-dessus et on va demander à chaque parent comment il pourra aider l'autre parent à accomplir la tâche pour laquelle il se sent en difficulté. Donc, chaque parent conseillera l'autre parent. Évidemment, c'est un travail qu'on fait, on sera là, on fera la médiation parce que c'est souvent, voilà, il peut y avoir des conflits, évidemment. Troisième pilier, médiation et évaluation. Vous l'avez compris, on vous accompagnera avant, pendant et après chaque action. Ce seront les visios qu'on organisera, souvent avec les deux parents, mais parfois aussi avec un seul. On discutera ensemble de comment vous pouvez faire et comment ça s'est passé après, comment adapter. Et lorsqu'il y a conflit, on cherchera avec vous, mais toujours la solution qui répond le mieux aux besoins et intérêts de vos enfants. On ne prend pas parti, évidemment. C'est les enfants qui prient. Voilà. Et donc, après ce coaching, hein, parce on se sera fixé une durée, après, on fait un bilan, évidemment, mais encore un mois après, un mois plus tard, quand le coaching sera fini, un mois plus tard, on reste en contact, on vous appelle et on va vous demander comment ça va. Est-ce qu'il y a encore des problèmes? Voilà. Parce que c'est ce que font les compagnons de route. Voilà, on reste en contact. Voilà comment ça se passe, un coaching chez nous. Et donc là, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. J'aimerais maintenant échanger avec Maître Émeline Sellier. J'aimerais vous poser quelques questions. Rebonjour. Vous aviez envie de parler de la convention parentale. C'est une méthode que vous pratiquez, mais que vous constatez qu'elle est encore assez méconnue. Pourtant, il y a beaucoup d'intérêt. Vous m'avez dit, il s'agit d'une méthode adaptée pour les parents non mariés, je crois. Hein. Donc, d'abord, imaginons, je suis parent d'un ou plusieurs enfants. Je ne suis pas mariée avec le père ou la mère de mes enfants et je me sépare. Qu'est-ce que la loi prévoit dans cette situation-là? Alors oui, donc c'est vrai que la convention parentale est assez méconnue et donc s'adresse plutôt aux parents qui ne sont pas mariés, puisque contrairement au mariage qui nécessite donc une procédure de divorce pour dissoudre l'union, qui organise déjà les conséquences de la séparation. Lorsqu'on n'est pas marié, il n'y a pas de procédure particulière pour dissoudre une union, que ce soit une union libre ou un PACS. Mais la loi offre quand même la possibilité aux parents ou aux ex-concubins ou partenaires de PACS de saisir le juge aux affaires familiales qui leur est réservé, soit pour organiser tout ce qui est partage des biens, soit pour organiser les modalités de garde des enfants. Donc, c'est bien deux procédures distinctes qui sont offertes. Donc, on peut choisir, c'est le même juge, mais ce n'est pas la même procédure. Donc, pour ce qui nous concerne, c'est évidemment plutôt pour l'organisation des modalités de garde des enfants, c'est-à-dire qu'on va aborder 3 points. L'autorité parentale, c'est-à-dire les droits et devoirs des parents, qui est par principe conjointe, mais qui peut être exercée lorsqu'il y a des difficultés par un seul des parents. La résidence, donc, qui peut être alternée, qui peut être chez un parent, avec un droit de visite et d'hébergement pour l'autre, et la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, donc plus familièrement appelée la pension alimentaire. Éventuellement, lorsqu'il y a des risques aussi d'enlèvement d'enfants, on peut solliciter une interdiction de sortie du territoire français, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas sortir du territoire sans l'accord des deux parents,
il y a un fichier qui est mis en place et qui est donc envoyé notamment au niveau des aéroports. Et donc, quand l'enfant passe, son nom ressort du fichier et ça permet d'empêcher les enfants de sortir du territoire, en tout cas du territoire européen. Et tout comme il existe plusieurs manières de divorcer selon le degré de conflit, parce qu'on peut avoir des divorces qui sont très contentieux et aussi des consentements mutuels qui se passent non sans quelques discussions parfois, mais sans grande difficulté. Il y a plusieurs manières d'organiser ces modalités de garde des enfants. Donc, la plus connue, c'est de saisir le juge aux affaires familiales et d'attendre qu'il rende un jugement. Et donc, la moins connue, c'est la convention parentale. Et donc, c'est quoi l'intérêt de cette convention parentale? Alors, la convention parentale, c'est en fait, c'est un contrat. Donc, c'est exactement comme c'est le consentement mutuel que l'on connaît au divorce, mais pour l'organisation des modalités de garde des enfants. En fait, c'est un accord écrit que l'on va formaliser et que l'on va envoyer au juge pour homologation et non pour qu'il statue. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va prendre la décision, c'est les parents qui décident en amont de ce qu'ils veulent. Et en fait, on va simplement le faire homologuer pour que ça ait la même valeur qu'un jugement. Mais le juge ne va pas modifier ce qui a été convenu entre les parents. L'intérêt, évidemment, c'est de conserver l'entente qui peut exister entre les parents, puisqu'en fait, on est sur une démarche de discussion, donc de conciliation, de négociation quand c'est nécessaire. Mais donc, il n'y a pas de reproches qui ressortent, parce qu'on est vraiment dans une démarche amiable. Donc, on met de côté le conflit parental et on va se concentrer uniquement sur les questions qui concernent les enfants. L'autre intérêt, c'est également que la convention parentale offre une liberté, une flexibilité qui est quasiment infinie, sous réserve de respecter l'intérêt des enfants, bien évidemment, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, on est là pour y veiller, mais la plupart du temps, les parents ne proposent pas de convenir de modalités qui sont complètement contraires aux intérêts des enfants. C'est également une question de rapidité, puisque on est sur une homologation, donc c'est-à-dire que faut compter, une fois que la convention est rédigée, qu'elle est déposée, vous avez une homologation sous 1 ou 2 mois aujourd'hui, alors que dans la plupart des juridictions, vous avez, quand on passe devant le juge d'affaires familiales pour qu'il prenne une décision, vous avez la première audience, et souvent il y en a plusieurs, qui varie entre 6 mois pour les juridictions les moins sinistrées à 12 mois pour les juridictions qui sont les plus encombrées. Donc 12 mois, quand ça ne se passe pas bien, ou que ça se passe à peu près bien, mais qu'on n'a aucune décision, c'est très long en réalité. Donc la convention parentale, ça offre cette rapidité. Et une question de coût également, puisque alors l'avocat est obligatoire pour divorcer, il n'est pas obligatoire pour rédiger une convention parentale. Donc les parents peuvent tout à fait rédiger une convention eux-mêmes et faire homologuer eux-mêmes la convention. Alors bien sûr, le recours à un avocat est quand même conseillé, puisque on a l'habitude de rédiger ce type de convention, d'anticiper à peu près toutes les difficultés qui pourraient survenir et surtout d'éviter toutes les difficultés d'interprétation, parce que c'est aussi ça qui peut parfois générer un conflit. Mais vous pouvez avoir recours, les parents peuvent avoir recours à un seul avocat qui est choisi conjointement lorsqu'il n'y a pas de difficulté majeure, ou bien chacun prend son avocat et il y a une convention qui est rédigée conjointement par les parties. Enfin, les parties et leur avocat. Voilà. D'accord, donc il me semble qu'effectivement, voilà, si c'est possible, c'est quand même préférable de se séparer de cette manière-là. Je pense aux enfants aussi, cette rapidité, parce que c'est tellement long. Alors, c'est déjà long pour les adultes, pour les enfants, voilà, 1 année, 6 mois, c'est tellement long. Voilà, si on peut faire le plus rapidement possible, déjà, voilà, l'intérêt de l'enfant sera beaucoup plus respecté. Ouais, donc ça me semble effectivement, et voilà, c'est dommage alors que c'est si peu connu. Oui, je ne m'explique pas. Donc Parce c'est bien, que, du coup, c'est bien que vous en parlez parce que j'avoue que même moi, voilà, je l'ai connu tardivement. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait encore, souvent.
Non, c'est vrai et pourtant, bah, voilà, il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Alors pour quelle raison est-ce que c'est méconnu? Je peux pas l'expliquer, mais c'est vrai on a commencé à en reparler. Alors nous, on le pratiquait déjà, mais on a commencé à en parler surtout pendant je reviens, en arrière et des moments un peu moins joyeux, mais pendant le confinement. Parce qu'en fait, on a eu, beaucoup de parents qui n'avaient pas qui étaient séparés, mais qui n'avaient pas de décision et qui, en fait, se sont retrouvés en difficulté pour exercer les droits de visite et d'hébergement, puisque si vous vous souvenez, il y avait cette interdiction de dépasser les 100 km/h, sauf Oui, les 100 c'est ça, oui. kilomètres, Mmh. sauf si on avait une décision. Et en fait, il y a beaucoup de parents qui se sont retrouvés bloqués à cause de ça. Et donc là, on a commencé à reparler des conventions parentales, puisque les juridictions étaient aussi bloquées. Enfin, c'était Oui, tout était fermé, oui. Mmh. donc là, on a commencé à en reparler, mais en fait, ça existe depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est assez peu pratiqué. En tout cas, enfin, moi, j'en fais la promotion parce que je trouve que c'est une bonne solution, mais c'est assez peu pratiqué. Oui, mais je partage tout à fait. Voilà, merci en tout cas d'avoir choisi ce sujet-là. Alors, si je vous ai contacté, c'est parce que je sais que, voilà, comme nous, vous défendez les intérêts des enfants, dans le cadre des séparations et que vous pratiquez, les modes amiables dans la mesure du possible. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, concrètement en tant qu'avocate pour aider les parents à faire en sorte que la séparation se passe au mieux pour les enfants, en dehors donc de proposer cette convention parentale? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez l'habitude de faire, des conseils, comment vous faites? Alors c'est vrai qu'au-delà de l'aspect purement juridique, je pense qu'on a un vrai rôle de filtre, et les premières choses que moi je fais quand je reçois quelqu'un dans mon cabinet, parce que les gens arrivent avec une charge émotionnelle énorme et ils déposent un peu le paquet sur la table et Mmh. je veux dire, en racontant tout ce qui leur passe par la tête et parfois, ils sont complètement perdus, entre, ce qui est effectivement important, ce qui l'est un peu moins et ils sont aussi parfois, heu, extrêmement alors, il y a aussi ils entendent beaucoup de choses, hein, donc des collègues ou des amis qui se sont séparés, ça s'est passé comme ça, donc ils pensent que ça va se passer comme ça aussi pour eux et parfois ça s'est pas bien passé et ils sont aussi perdus, par le discours aussi que peuvent avoir les enfants. Et donc je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur le conflit de loyauté. Ça, c'est quelque chose effectivement que l'on rencontre beaucoup. Et souvent le réflexe, c'est de dire: «Bah, est-ce que, moi il me dit qu'il veut vivre avec moi, donc est-ce que, je peux le faire entendre par un juge?» par exemple. C'est un réflexe. Alors c'est vrai que moi je mets souvent en doute la parole des enfants, non pas parce qu'il ne faut pas les écouter, mais parce que je leur explique effectivement que justement dans un contexte de séparation, il faut faire attention parce qu'il y a ce conflit de loyauté qui existe, que les enfants, ils leur disent à eux très certainement, enfin, ils disent la même chose à l'autre parent très, très probablement et que faire entendre un enfant devant un juge, c'est perturbant pour un enfant. Ouais. Et donc que ce n'est peut-être pas la bonne solution. Donc j'essaie effectivement de sortir aussi les parents du conflit parental. C'est pas toujours facile, mais essayer de les recentrer sur effectivement cet intérêt, qui est souvent un intérêt commun, qui permet d'ailleurs de trouver des points d'accord, puisque l'intérêt des enfants, c'est quelque chose qui est partagé par les 2 parents qui, pour le coup, sont dans une situation où ils ne trouvent plus vraiment de points communs. Et dans la mesure du possible, encore une fois, j'essaie de rétablir le dialogue, lorsque on est sur une démarche de discussion et qu'il y a des points de blocage, ce que je fais souvent, c'est de proposer des réunions, donc à 4 quand il y a un avocat en face, bien sûr, mais ça permet, par exemple, de mettre à plat des points de détail, de trouver des accords pour éviter, en fait, que ça ne s'envenime derrière. Donc il y a une vraie démarche je dirais, de tri, de prise de recul, et dans la mesure du possible, de rétablir le dialogue pour ce qui est nécessaire, hein, bien sûr, hein, encore une fois, pour les sujets qui sont importants, c'est-à-dire les enfants. Ouais. Oui, voilà et donc voilà, on le voit bien, hein, vous aidez vos clients sur le plan juridique, mais plus que ça, hein. Voilà, vous êtes aussi souvent la personne de confiance, vous êtes là à la première ligne,
Et c'est aussi pour ça qu'on s'est mis en lien avec les avocats. Hein, vous connaissez vos clients, vous voyez aussi toute la douleur. Et comme vous le disiez tout à l'heure, hein, ils arrivent là, ils vident leur... voilà, enfin, ils sortent tout ce qui va pas. Et souvent, on a des avocats qui nous disent, malheureusement, on n'a pas ni le temps de s'occuper de tout. On n'est pas forcément formé non plus. Et donc, parfois, voilà, ils aiment bien proposer d'autres aides possibles à leurs clients. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire ensemble aussi. Hein, on est complémentaires dans l'aide qu'on peut apporter, chacun dans son domaine, chacun à sa façon. Voilà, donc c'est quelque chose que vous faites aussi. Oui, alors je partage complètement, c'est-à-dire qu'effectivement, on a ce rôle-là, mais on n'est pas effectivement, on n'est pas formé, donc on a une sensibilité, hein, plus ou moins. Mais c'est vrai que, un soutien, un coaching, moi, je pense que ça peut être aussi quelque chose de très, bénéfique, pour tous les sujets qu'on ne peut pas forcément traiter. Et de toute façon, travailler en interprofessionnalité, ça apporte toujours plus que quand on est tout seul. Donc, je terminerai, je pense, là-dessus. C'est qu'effectivement, le bon réflexe, à mon avis, à avoir, c'est de ne pas rester seul quand il y a une séparation, même si on n'est pas marié, même si on n'est pas obligé. Et c'est de prendre un tâche avec des professionnels, puisqu'effectivement, il y a des liens qui peuvent être faits et on peut aussi renvoyer vers des professionnels qui seront tout à fait adaptés. Voilà. Oui. Voilà, effectivement, je pense que voilà, c'était l'objectif de ce webinaire, hein, de montrer que voilà, des aides existent. J'aimerais vous rappeler quand même aussi qu'il est très important de réfléchir quant au choix de l'avocat. Voilà, on a contacté beaucoup d'avocats, pas tous les avocats ont cette sensibilité dont on a parlé. Mais c'est important, je pense. Voilà, c'est une séparation, c'est pas n'importe quel. Voilà, c'est pas juste un conflit ou quelque chose à gérer au tribunal. C'est tellement plus. C'est voilà, c'est toute votre vie qui change. C'est très émotionnel, donc voilà, que vous avez besoin non seulement d'un avocat, mais parfois voilà, d'un psychologue ou d'un coach. Euh, voilà, c'est tout à fait normal. Merci, Emeline Sellier, d'avoir participé. Puis je m'adresse à vous, hein, les parents séparés qui participent, aussi les parents qui vont visionner ce webinaire plus tard. Nous avons donc sur notre site internet une liste d'avocats partenaires, des avocats avec qui nous avons échangé et on sait donc maintenant qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la séparation se passe au mieux, non seulement pour leurs clients, mais aussi pour ses enfants. Vous faites confiance, hein, à votre avocat, donc il vous défend. Donc voilà, il vous accompagne sur le plan juridique, mais plus que ça. Donc réfléchissez bien. Voilà, si vous n'avez pas encore choisi votre avocat, il y a cette liste sur notre site internet. Et puis, sur notre site internet aussi, vous pouvez nous contacter. Il y a un formulaire de contact. Vous pouvez directement prendre un rendez-vous pour faire ce premier entretien état de lieu, qui est donc gratuit et qui ne vous engage à rien. Voilà, n'ayez pas peur. Et donc maintenant, je ne sais pas, selon les participants, est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à moi ou à Maître Sellier? Avant de faire cet échange, j'aimerais vous rappeler que là, ce webinaire est enregistré. Est-ce que cela pose problème pour quelqu'un? Dans ce cas, j'arrêterai l'enregistrement. Sinon, j'aimerais bien la conserver parce que vos questions peuvent évidemment aussi être utiles pour d'autres parents. Je vous laisse me répondre dans le chat. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on continue l'enregistrement?
Alors je me demande si là, ça fonctionne. Je vais regarder. Alors, je vais regarder, donc apparemment, vous ne pouviez pas envoyer des messages. Maintenant, ça devrait être oui? OK, encore 10 minutes. On va essayer de se dépêcher alors. Pas de souci. Marine, Jennifer, c'est bon? Bon, ben, on va, je vous écoute. Donc là, vous pouvez vous lever la main ou si vous préférez, vous pouvez aussi poser votre question, dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Marine, non. Jennifer, est-ce que vous aviez quelque chose que vous aimeriez, demander ou est-ce que, voilà, ça suffit pour vous? Si vous me donnez une petite réponse comme ça. OK. Bon, mais très bien. J'espère, voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Voilà, hein, c'est le but, hein, et aussi de vous faire comprendre que, heu, voilà, la séparation, c'est compliqué dans presque tous les cas, très douloureux. Hem, ne voilà, n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous pensez que vous en avez besoin. Et puis voilà, il y a ces conseils-là. Hem, Partagez-les. Voilà, j'ai envie de donner ces conseils à tous les parents qui se séparent. Voilà, parce que moi, on pense que c'est important pour les enfants. Voilà. Bon, mais merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Et voilà, peut-être à bientôt. Et Merci, merci, au revoir. Émilie. À bientôt. Oui, à